Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Une semaine déjà est passée, j'ai pas vu le temps passer. Il faut dire que cette semaine, on a eu pas mal d'arbitrage sur des résultats. Les banques centrales, la Fed, on a la BCE, la Banque d'Angleterre, et ensuite on a couronné le tout avec les résultats notamment de Apple. Je vous avais dit la semaine dernière, c'est Apple pour moi qui sera pivot et on achète. Les résultats qui sont pas terribles. On va voir après pourquoi et c'est ça qui, je pense, va être très important pour donner un petit peu de sens à tout ce qui est en train de se passer et pas partir bille en tête à se dire c'est n'importe quoi, les stats sont pourris, les résultats sont pourris et ça monte. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est la différentielle que vous allez avoir entre les raisons macro, micro, etc., tout ce que vous voulez, et le flux. Votre économie peut être à la casse, vous pouvez vous dire tout le mal que vous voulez du futur, etc. S'il y a de l'argent de disponible, s'il y a du flux, et que pour une raison X ou Y, son objectif et la seule chose sur laquelle il peut potentiellement s'investir, ce sont les actions, eh ben, ça montera. Vous avez un déficit d'offre-demande. Il ne faut pas omettre également qu'on a énormément de buyback. Je le répète souvent, il y a beaucoup de personnes qui disent les actions sont plus intéressantes parce qu'elles délivrent un dividende qui est inférieur à ce qu'on récupère sur un taux à 10 ans. Très bien, la problématique, c'est que sur les 10 dernières années, la redistribution des richesses sur les actions ne s'est pas faite que sur du dividende. Et c'est fait essentiellement sur du buyback, et qui plus est sur les valeurs technologiques. On l'a vu d'ailleurs, Meta annonce des résultats qui ne sont pas exceptionnels, des perspectives un petit peu meilleures, mais surtout du buyback, donc les rachats d'actions. Donc ce qu'il faut bien intégrer, si vous voulez, c'est que pour se dire est-ce que les actions sont plus intéressantes ou pas que mon obligataire, c'est les dividendes à 2% sur le S&P, très bien, mais déjà il faut intégrer que sur les 10 dernières années, vous avez intégré beaucoup de valeurs technologiques qui ne versent pas de dividendes. Mais par contre, il faut intégrer aussi que sur les 10 dernières années, la rémunération de l'actionnaire finalement se fait beaucoup plus par du rachat d'actions que par du dividende. Et quand vous faites la somme des deux, ben, les actions aujourd'hui restent toujours très intéressantes par rapport à l'obligataire. Certes, l'obligataire offre une alternative, surtout pour les portefeuilles qui veulent un petit peu plus diversifier, mais l'obligataire n'offre pas l'alternative. On n'est pas en mode on-off, c'est-à-dire je vends toutes mes actions et je mets tout en obligataire. On n'en est pas là encore aujourd'hui. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est la différentielle entre ce que l'économie nous dit et comment on l'interprète. Ce qu'il faut bien également prendre en compte, ça je vous le répète, c'est que très souvent, et ça fait des mois, ça fait même une année pour celles et ceux qui suivent mes chroniques, mais ça fait une bonne année où on se dit, attention, on va commencer à vendre les bonnes nouvelles économiques. On va commencer à vendre les bonnes nouvelles économiques parce que ça va nous inciter à penser que les banques centrales vont devoir remonter les taux. Et donc, on continue aujourd'hui d'avoir cette logique. Et donc, quand vous avez le NFP qui sort aujourd'hui et qui sort bien meilleur qu'anticipé, c'est-à-dire l'économie US est très robuste, on est en pur soft landing. Vous avez dans un premier temps le marché qui dégueule, enfin qui dégueule, c'est relatif, on va dire, qui baisse. On revient à peine sur les plus bas qu'on avait fait la veille sur les futurs vis-à-vis des résultats des 3A. Mais ce qu'il faut bien comprendre, si vous voulez, c'est, voilà, on est dans cet aspect-là, où finalement, petit à petit, on change le paradigme, parce que ce que nous a raconté la Fed aujourd'hui, et ce que nous ont raconté les autres banques centrales, c'est quelque chose qui nous aurait fait peur, et qui nous aurait fait vendre il y a 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, mais à partir du moment où ça a été répété, c'est intégré par le marché, et à partir du moment en fait où on nous explique qu'on a une vision claire, que maintenant ça va être du 0,5 pour la BCE encore une fois, puis certainement du 0,25 pour la Fed, ça va être du 0,25 encore une fois, voire 2 fois, mais après en gros c'est la pause. Ça veut dire, si vous voulez, que ben, ça y est, vous avez une vue. Les fois précédentes, le marché avait souvent dévissé parce qu'on avait anticipé le pivot,
mais on avait eu des déceptions à chaque fois. Et on avait eu des déceptions, mais qui avaient été de moins en moins fortes à chaque fois, parce que plus on avançait, plus on se rapprochait du pivot qui allait arriver. Donc on avait de moins en moins de vendeurs. Donc si vous regardez Jackson Hole, le discours dur de Powell, ou à l'époque qu'on interprétait comme dur, avait fait complètement dévisser les marchés. Puis après, en septembre, également un petit peu moins. Puis après, il y avait eu, je ne sais plus, une réunion en novembre ou quelque chose comme ça. Et ainsi de suite. Et là, cette fois-ci, on achète la Fed. On achète également la Fed parce que ne sous-estimez pas que vous avez le Nasdaq qui a repris 15% en ligne droite depuis le début de l'année. Et vous avez la Fed. Et donc, grosso merdo, il faut vous dire, si vous êtes vendeur à découvert, vous avez réussi plus ou moins à tenir dans votre figure 10% ou 15% de drawdown. Mais derrière, vous vous dites, j'attends la Fed. La Fed va décevoir les marchés parce que Powell n'a pas d'autre option que d'être dur, que d'être hawkish, que de dire, moi, pour l'instant, la bataille n'est pas gagnée, l'inflation baisse, oui, mais elle est encore loin des 2%, donc on va continuer de monter les taux. Mais globalement, on le sait déjà, on va continuer de monter les taux jusqu'à encore 5,25. Donc en gros, il reste 0,5%. Donc en gros, l'idée, voilà, c'est que vous vous retrouvez avec un marché où finalement on n'apprend rien de neuf, il n'y a plus de risque. C'est ce que j'explique toujours par la mémoire du marché, c'est que quand vous avez un risque qui arrive pour la première fois, vous n'avez pas de repère, vous ne savez pas comment réagir, vous balancez le bébé avec l'eau du bain. Mais au fur et à mesure où le même risque arrive avec des nouvelles occurrences, si le risque n'est pas plus grand, vous n'avez pas de raison de jeter le bébé avec l'eau du bain. Vous allez jeter un petit peu, mais un petit peu moins. Et au fur et à mesure, jusqu'au moment où finalement vous achetez la nouvelle parce que ce n'est pas pire. Il n'y a plus de pire et vous avez l'espoir que ça va être meilleur. Donc là, on a l'espoir que on va arriver sur le statu quo. Maintenant, le pivot de la Fed, si vous voulez, c'est monter les taux et les stopper et les garder au même niveau pendant une longue période. Ce n'est pas la baisse des taux. La baisse des taux interviendra certainement en 2024. Le marché joue que ça interviendra un petit peu avant. Mais en gros, voilà. Et qui dit baisse des taux dit parce que on se dit que autant là en ce moment on a du soft landing, mais dans 6 mois, peut-être qu'on se remettra à jouer le côté un petit peu plus récession. Donc il faut bien comprendre un petit peu les sous-vagues qui se mettent en place. Il faut bien comprendre également qu'à un moment donné, vous avez énormément de cash. On a passé des mois et des mois à parler de récession. Et ce que je vous disais, c'est oui, mais la récession, elle ne frappe pas les portefeuilles actuellement. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de vendre nos actions, on n'est pas obligé de vendre nos trackers pour pouvoir se nourrir. Donc à partir de ce moment-là, il y a toujours énormément d'argent. Ceux qui ont de l'argent à investir ont toujours cet argent-là. Ils ont passé l'année 2022 essentiellement avec beaucoup de cash, etc., ou d'obligataires et compagnie, d'obligataires à court terme. Et à partir d'un moment, si vous voulez, il faut bien se réinvestir. Et donc, c'est ce qui crée un petit peu la pression. Et donc, du coup, vous avez Powell qui arrive, qui nous dit rien de plus que ce que l'on sait déjà, et le marché qui se met à acheter. Et comme le marché se met à acheter, vous aviez énormément de shorters, de vendeurs à découvert également qui tenaient jusqu'à maintenant. Et ça, c'est leur déclic, si vous voulez. C'est le déclic où, à un moment donné, il faut déboucler les positions, il faut se racheter, ou alors, il faut couvrir nos positions vendeuses en achetant également l'équivalent en actions. Et comme ça, ce que l'on perd d'un côté, on le gagne de l'autre. Et ça nous permet de tenir les positions shorteuses peut-être un petit peu plus longuement en compensant un petit peu avec certains gains. Donc il faut bien faire la séparation entre ce qui se passe dans l'économie, l'interprétation que l'on en fait sur les marchés, et donc ce que l'obligataire nous dit sur l'inflation future et compagnie, c'est ce que l'on voit sur ce graphique, et ce que les marchés nous disent. Et en se disant qu'il y a un vase communicant, mais il faut faire très attention parce que ce vase communicant, il n'est pas forcément instantané. Et donc l'obligataire peut nous dire quelque chose qui sera certainement suivi par le marché, mais potentiellement pas tout de suite. Plusieurs séances, plusieurs semaines, c'est ça la question. Pourquoi ? Parce que il y a du flux entrant. Et ne sous-estimez pas que le flux entrant, il est essentiellement via tracker, et que ces trackers-là, ils sont surpondérés sur une poignée de valeurs, et que ces valeurs-là, elles sont elles-mêmes des surpondérations sur des indices. Et donc quand vous regardez Apple aujourd'hui, vous avez tout compris et vous vous dites, ok, très bien, à un moment donné, si vous voulez, s'il y a des flux qui rentrent parce qu'on a peur de louper le train, etc. et compagnie, ils rentrent essentiellement en flux passif sur des trackers. Et quand vous achetez un tracker US,
vous avez une pondération, un tracker Nasdaq et compagnie, ou un tracker S&P, vous avez une pondération qui est assez importante sur Apple. Donc Apple continue d'accaparer un certain nombre de flux. Et donc c'est-à-dire que même si Apple annonce pour la première fois de son histoire une baisse de son chiffre d'affaires, eh ben, on fait quand même un plus 4% actuellement. Il faudra voir comment on va terminer la séance, mais on fait quand même un plus 4%. Parce qu'on continue d'attirer les flux, parce que on est en mode bétail, et depuis 10 ans, de toute façon, les LVMH, les Apple, les compagnies, on continue d'accumuler. Ce qui pose évidemment une question et un problème à un moment donné, quand il y aura une vraie récession durable, dure, et que tous ceux qui ont des trackers auront besoin de les vendre pour pouvoir subvenir à leurs besoins, bon, j'exagère le trait, mais c'est pour l'idée, et bien là, ça sera bête et méchant si vous voulez, parce que le tracker, ben, il vendra ce qu'il a à l'intérieur du tracker avec les pondérations qu'il a. Et ça, quelque part, c'est ce qui relancera un petit peu la surperformance de l'investisseur actif, celui qui sélectionne un petit peu mieux ses titres, et vous aurez l'illusion inverse sur les indices. Voilà. Pour l'instant, nous n'y sommes pas également, mais à un moment donné, il faut bien se dire que lorsque vous avez la majorité des flux qui sont accaparés par les trackers, ça crée ces systèmes de bulles et ça agrandit la salle de concert, mais sans agrandir la porte de sortie de secours. Ce qui fait que le jour où il y a un véritable risque, un signe noir, un truc, un machin, ça risque de coincer un petit peu sa sortie de secours. Mais voilà, je ne vais pas la jouer à la Michael Burry, on verra. Hein. Pour l'instant, c'est pas prévu, mais voilà, c'est toujours pareil, ça fait partie des risques qu'il faut avoir en tête. Donc ça, pour moi, c'est vraiment l'élément le plus important, et c'est de bien comprendre toujours la force du flux. Hein, on explique souvent « don't fight the Fed », mais en fait, pour moi, c'est « don't fight the flux ». Donc c'est vraiment l'idée de bien comprendre que à un moment donné, il y a du cash, il a besoin d'être investi, que l'économie soit bonne ou pas, il va s'investir. Donc ce que l'on a, on va rentrer un petit peu dans le détail, ce que l'on a ici sur l'obligataire, c'est quand même, vous voyez, l'emploi qui fait monter un petit peu les taux. Donc ça veut dire que on est en soft landing, donc l'emploi est dur. Donc ça veut dire aussi que ce qui va vraiment nous intéresser ces prochaines semaines, c'est qu'on limite, on est en train de dire que l'inflation c'est plus un problème, etc. Ça va continuer d'être un problème, l'inflation. C'est-à-dire que l'inflation baisse, mais si l'économie continue d'être aussi robuste, si on continue maintenant de faire la fête du slip, etc., sur les marchés, etc., ça a un effet de richesse. Donc, globalement, on empêche l'inflation de continuer de descendre. Ça veut dire que la pente de désinflation risque de se résorber. Ce qu'il faudra regarder également, c'est les énergies. On avait parlé ici ou dans l'académie. Mais ce qu'il faudra regarder également, c'est les prix des énergies, parce que si les matières premières énergétiques commencent à remonter également, ça sera un vent de face pour empêcher la désinflation. La désinflation va continuer, mais elle peut continuer à un rythme moins soutenu, moins important, ce qui peut faire douter justement de l'atteinte des 2%, et ce qui peut relancer le débat sur, oh mon Dieu, la Banque centrale, du coup, va aller plus loin dans son resserrement monétaire que ce qu'on avait prévu. Donc on avait prévu qu'en gros, ça va être la pause dans 2 mois, et puis on va se dire, ah, ils vont peut-être continuer de redresser, etc. Ou, dans le pire des cas, ils vont rester sur le même niveau à 5,25%, mais tout le long de l'année. Donc, à un moment donné, si vous voulez, ça reste quand même des conditions un petit peu restrictives, surtout si l'inflation continue de baisser, même à un rythme moins important, mais elle va continuer de baisser, et à un moment donné, elle va baisser en dessous de ce taux-là. Et c'est là où les conditions financières deviennent un petit peu plus restrictives, et où on va commencer à enlever des liquidités au marché. Bon, je le garde sous le coude pour plus tard. C'est bien pour comprendre un petit peu les sous-vagues. Et la sous-vague que l'on joue actuellement, ce ne sera certainement pas la même sous-vague que l'on jouera dans 3-6 mois. Et le fait qu'aujourd'hui, on est dans un paradigme où on se dit, s'il y a des bonnes nouvelles économiques, je vends, parce que je pense que la Fed va redresser, aujourd'hui, globalement, on est plutôt en mode achat, parce qu'à un moment donné, ce paradigme-là, il change aussi. Donc c'est ça aussi qui est important. En règle générale, quand tout le monde a bien compris qu'on jouait un paradigme, c'est-à-dire que quand tout le monde a bien compris que si les nouvelles économiques sont bonnes, ça veut dire qu'il faut vendre parce que la Fed va redresser, on va changer le paradigme. Donc au niveau de ce qu'il faut bien retenir sur l'obligataire, c'est que c'est neutre. Okay, les actions sont parties en ligne droite, l'obligataire, lui, il est neutre. Donc pour moi, et il se met à construire. Donc pour moi, c'est vraiment l'obligataire qui nous annonce ce qu'il faut prévoir, on va dire, pour les prochaines semaines. C'est s'attendre, à un moment donné,
à ce que les actions également aient besoin de souffler. Je ne parle pas de baisse, je ne parle pas de retournement baissier, je parle de souffler, de consolidation, de construire. Et en gros, pendant plusieurs semaines certainement, de la même manière que sur l'économie, on va avoir besoin de plusieurs semaines pour pouvoir voir des statistiques économiques qui nous permettront de nous dire ok, est-ce que l'inflation baisse? Est-ce qu'elle baisse suffisamment vite? Pas trop vite? Pas assez vite? Ok, ralentissement économique, très bien, l'économie est encore robuste, mais ça y est, est-ce qu'on commence un petit peu à attaquer le chômage dans quelques semaines? Donc c'est ça qui va vraiment nous importer. Comme je vous l'avais dit il y a quelques semaines, quelques mois, c'est vraiment aujourd'hui, quand on va parler récession, inflation, ce qui va vraiment nous importer, c'est ok, mais quelle va être la raideur de la pente? C'est comme ça qu'on va ajuster les choses. Et donc du coup, ça peut nous demander, avant qu'on puisse se décider réellement, ça peut nous demander encore quelques temps. Et pendant ce temps-là, on va certainement construire. Ce que je vous disais la semaine dernière, la vérité, on remplace un excès par un autre excès. Cette semaine, on est clairement avec la Fed rentré dans un excès. Et à un moment donné, on va se retrouver au milieu. On va faire un retour à la moyenne. Et ce retour à la moyenne, éventuellement, on le voit, l'obligataire nous dit, voilà, pour lui, ça lui en a touché une sans faire bouger l'autre, concrètement, cette semaine, alors que les marchés, surtout si on regarde évidemment le Nasdaq, c'est en mode exponentiel. Et c'est un indice. Ok, alors surpondéré en GAFAM et compagnie, mais ça reste un indice. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est de voir sur ce début d'année, la surperformance justement des valeurs GAFAM qui sont surpondérées et donc de l'indice, alors que toute l'année 2022, les généraux, donc les grosses valeurs pondérées, étaient celles où le bas blessait et on avait plus de performance et de surperformance sur les plus petites. Et donc ça se voyait dans l'illusion des indices, c'est-à-dire que notre Nasdaq était bien baissier alors qu'on commençait à avoir des configurations qui n'étaient pas dégueulasses sur des plus petites capes. Là, on a inversé la polarité, c'est-à-dire on a fait le rattrapage sur les GAFAM avec les résultats, mais à un moment donné, on va commencer à attaquer le dur. Donc quand on regarde sur notre Nasdaq, on voit bien que c'est quand même une question de flux, c'est quand même une question de short squeeze également, à un moment donné. Et donc, c'est ça qui crée l'excès. Et l'excès, pour moi, il est validé avec ce gap ici, aux alentours des 12 004. Donc on est allé chercher un petit peu plus haut que la zone des 12 009 à peu près. On n'est pas à l'abri de continuer. Moi, je vous disais la semaine dernière, il ne faut pas sous-estimer la mise en excès et surtout la durée de cette mise en excès. Donc, c'est une question de flux. Tant qu'il va y avoir de l'argent et des flux qui veulent rentrer, il ne faut pas sous-estimer que l'excès peut durer. Donc, il faut plutôt attendre de voir des signaux que les flux commencent à se résorber, c'est-à-dire que l'argent qui devait s'investir s'est investi. Et en gros, ça va nous permettre un petit peu de construire la chose avant le prochain mouvement. Donc là, l'idée de dire, ok, 12 009 est une résistance, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, à ce stade-là, elle l'est. Si ça passe, on n'est pas à l'abri d'aller chercher 13 002, hein. Et si ça passe, on n'est pas à l'abri d'aller chercher 13 004, 13 006. Je pars du principe qu'on n'ira pas plus haut. Alors après, ma seule question, c'est je ne sais pas si on va y aller d'un coup, ou si on va consolider pour ensuite y aller avec une seconde jambe. Je prône plutôt la deuxième solution pour le côté construit, sain, etc. Okay. Là, ce qu'il faut se dire également, c'est que le marché ne peut pas se faire retourner comme une crêpe. C'est-à-dire voir un marché qui repasse maintenant en dessous des 12 000 points en ligne droite, mis à part un signe noir ou un truc qu'on n'a pas prévu, parce que maintenant c'est le seul chose. Je veux dire, tout est sur la table. On a passé une année à discuter des mêmes sujets. Je veux dire, tout le monde a compris. Le pivot, le truc, le machin. Donc en fait, on joue actuellement, le marché joue une espèce de soulagement que, si vous voulez, c'est pas que tout va bien, c'est que tout va mal, mais on le sait déjà. Hein, globalement, on le sait. Donc, et puis, ça va pas mal, ça va pas si mal que ça. C'est dans l'idée où, l'année dernière, on avait plutôt joué le fait que ça va aller très très mal, et puis finalement, ouais, ça va moins bien. Donc en gros, on ajuste sur le fait qu'on avait valorisé sur ça va aller très très mal, et on ajuste maintenant sur oui, ça va pas si mal que ça. Et puis on ajustera plus tard dans l'année certainement sur ok, là ça commence à aller un petit peu plus mal quand même. Donc voilà, pour moi, je dirais au-dessus des 12 000 points sur le Nasdaq,
on va rester positif. La seule crainte que l'on peut avoir sur le marché actuellement, c'est la volatilité inhérente que l'on peut avoir. Après une hausse exponentielle comme ça, elle est peut-être pas terminée, hein, encore une fois, on n'en sait rien. Il faut s'attendre à ce que ça zigzague un petit peu, ça se cherche un petit peu, et quand ça va le faire, il faut s'attendre à des mouvements de 2-3% qui ne remettent pas forcément en cause la tendance de fond. Donc pour moi, je veux dire, au-dessus des 11 900, 12 000 points, on est positif en mode retournement sur le Nasdaq. Il faut s'attendre à pas mal de volatilité éventuellement. Je jouerai quand même une fermeture de ce gap-là, in fine, peut-être la semaine prochaine. Et après, ce qui va être très important, c'est de voir comment on consolide. Si on continue à consolider, je dirais quasiment à plat, c'est-à-dire en restant au-dessus des 12 400, je considérerais que c'est de la consolidation à plat. Je considérerais, si vous voulez, qu'on en a encore sous la pédale, il y a encore du flux, et on peut éventuellement appuyer dans la foulée pour le second effet qui se coule, qui peut nous amener à 13 200, 13 400. Si on consolide et qu'on va corriger en dessous des 12 400, 12 300, je partirai du principe qu'on valide bien que c'était un excès et qu'on en a terminé pour le moment et qu'il va falloir digérer un petit peu plus longuement et donc construire un petit peu plus longuement la suite avant de se décider dans un sens ou dans l'autre. Ok, donc là, c'est une question justement de voir les prochaines séances pour privilégier ensuite une hypothèse de travail. Mais d'un point de vue moyen terme, le Nasdaq a fait le boulot pour moi. Au-dessus des 11 900, 12 000 points, à moins d'avoir un signe noir, un nouveau truc qui tombe sur la table, qui nous fait devoir revoir un petit peu toutes nos hypothèses. Au-dessus des 11 900, 12 000 points, il n'y a pas de remise en question pour moi du signal. Il y a éventuellement un retour à la moyenne et une correction des excès qui doit être fait ou qui peut être fait, mais qui ne remettra pas en cause les choses. Par contre, ce qu'il faut bien se dire, c'est pas pour autant qu'il faut se redire, c'est reparti pour un tour, valeur de croissance comme des années 2010-2020, et ça va repartir, et Cathie Wood va nous refaire de la performance. Je pars du principe que tant qu'on va rester sous les 13 500, 13 600, il n'y a pas de raison de reparler de relance de la tendance haussière durablement des valeurs du Nasdaq, donc des valeurs de croissance. C'est-à-dire, et si tel devait être le cas, ça voudrait dire qu'on aurait un autre problème, c'est que l'inflation baisse tellement vite qu'on a peur de la déflation. Ça serait le comble, après s'être tarabusté pendant 2 ans sur l'inflation, de retomber dans la déflation et de reparler de la japonisation du schmilblick. Mais voilà, donc du coup, on comprend bien que d'un point de vue moyen terme, on était en bas, en mode on va tous mourir. Là, on est en train de repartir, éventuellement, on va revenir en haut. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tant que vous ne cassez pas le bas, c'est pas la récession, c'est pas la fin du monde, c'est pas la tendance baissière, durable et compagnie. Mais tant que vous ne cassez pas le haut, 13 500, 13 600, les brouettes, c'est pas, on est reparti pour un tour de taux bas et de valorisation infinie des valeurs de croissance et des profits futurs. Donc du coup, vous êtes au milieu. Et tant que vous zigzaguez au milieu, c'est une construction, congestion de moyen terme qui peut durer. Donc ça, et ensuite, ça peut être intéressant de trader le milieu. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'en gros, vous n'avez pas de décision moyen-long terme sur le marché, tant que vous allez rester dorénavant maintenant dans la figure qui a été délimitée. Alors qu'il reste peut-être à délimiter sur la résistance, ça on le verra plus tard, mais ça va être ça l'idée. Donc ça veut dire qu'il ne va pas falloir s'emballer, pas parce que le Nasdaq va reperdre 4 ou 5% que tout de suite il va falloir vendre la maison, la femme, les enfants et se dire c'est bon, c'est fini. De toute façon, je le sais, dès qu'on va reperdre 2%, tout le monde va me demander, va me dire ça y est, c'est reparti pour le crack, etc. Non, chaque chose en son temps, il y a des mouvements, il faut les construire. Et ça peut prendre plus ou moins longtemps. C'est bien ça aussi en tant qu'investisseur où il va bien falloir comprendre que ce que vous avez vécu sur le mois de janvier, ce que vous avez vécu pendant le Covid, les trucs en mode rectiligne là, à un moment donné, si vous voulez, ça a besoin de construire et souvent pendant un certain temps. Et pendant ce temps-là, si vous êtes long terme, ça fait du zigzag, quoi. Il n'y a pas d'intérêt. Ces zigzags-là sont intéressants pour le trader, mais un petit peu moins pour l'investisseur. Alors après, ça, ce sont les indices. Quand vous rentrez dans le détail un petit peu des secteurs et des valeurs,
Il y a des choses beaucoup plus intéressantes que l'indice en lui-même. Mais l'indice vous donne un petit peu le sentiment global de marché, donc il ne faut pas non plus le bypasser complètement. Allez, j'accélère un petit peu, mais je pense que c'était l'idée dans cette vidéo-là, c'est bien de vous expliquer un petit peu la macro, mais également le retour en feedback. Ce qui est intéressant sur le Brent, c'est qu'il se casse la figure. Donc c'est-à-dire qu'on se dit, ok, l'économie va pas si mal que ça et compagnie, mais on attaque quand même le Brent. Donc ça, il ne faut pas le négliger. Alors on a commencé par l'acheter, et puis paf, on le revire. Donc ça, on ne néglige pas aussi. Ne négligez jamais que les stats qui sortent, en fait, le marché peut se dire, oui, mais je sais très bien que l'économie US est robuste, mais ce qui m'intéresse, c'est pas qu'elle soit robuste le mois dernier, ou la semaine dernière. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'elle va être robuste dans 3 mois, dans 6 mois. Donc ce qu'il faut bien se dire à un moment donné, c'est que le marché change de paradigme également et va se projeter. Et à un moment donné ou à un autre, on va se remettre à jouer, oui très bien le soft landing actuellement, oui très bien la désinflation. Mais vous ne savez pas, dans le mois prochain éventuellement, on se met à dégueuler parce qu'on se dit, ouais mais dans 6 mois, finalement ma désinflation elle ne se fait pas aussi vite que ce que je le crois. Donc ça veut dire que mes banques centrales vont devoir continuer de serrer la vis. Ou alors mon soft landing, ah ben ça y est, ça a été long, parce qu'il y a eu le Covid, il y a eu toutes les aides des États et compagnie, donc on n'est pas dans un processus normal d'économie, donc là, le fait qu'on attaque directement l'emploi, etc., se fait beaucoup plus après, beaucoup plus longtemps après, et donc, mais ça y est, on commence à attaquer mon emploi, on commence à attaquer le chômage et compagnie, ça y est, on commence à avoir un ralentissement un petit peu plus fort. Et donc à reparler éventuellement de « Ok, on va peut-être échapper à la récession cette année, mais 2024 ». Et tiens, 2024, c'est pas un moment où on a un paquet d'échéances de dettes, de refinancement d'entreprises qui s'étaient refinancées à zéro, et d'États qui s'étaient refinancés à zéro, voire en négatif pendant le Covid, et là qui vont devoir se refinancer, et manque de bol, suivant les entreprises, suivant les santé d'entreprise, on se retrouve à 4 ou 5%. C'est pas le même coût de financement. Et pas tout le monde peut éventuellement. Donc là, à un moment donné, s'il veut, se reposera la question de les banques centrales ont des taux qui sont élevés, mais à un moment donné, ils ne peuvent pas les monter aussi haut qu'ils voudraient si jamais l'inflation ne se résorbe pas, parce que ça créera une problématique de dette et de refinancement de dette. Donc voilà. Mais ça, si vous voulez, c'est des éléments où ça sert un petit peu à rien de les jouer maintenant, parce que c'est trop tôt. Mais il faut les avoir en tête, il faut les travailler en hypothèse de travail parce que c'est sous forme de sous-vague. Et vous savez que là, on a joué la sous-vague du pivot et compagnie. Je pense qu'on vous a suffisamment saoulé avec ça. Et puis finalement, quand ça arrive, paf, on croit que tout est bon, ça y est, tout est clair et net. Mais non, c'est justement le moment où le marché va se mettre à réfléchir sur le prochain paradigme. Donc voilà, c'est l'idée. Donc Brent, pour moi, on est assez neutre hein, dans cette figure-là de court terme. Si ça lâche par le bas, on se dira, ah tiens, un ralentissement économique. Si ça lâche par le haut, on se dira, ok, on est toujours bon. Mais là, pour moi, typiquement, je veux dire, sous les 90$, on continue de matérialiser le fait que oui, les stats prouvent que les US sont costauds. Mais ce que le Brent me dit, c'est que si on se projette, ce que l'obligataire nous dit, si on se projette, on reste quand même dans la même idée que ça reste quand même des conditions économiques qui vont être plus compliquées. Ensuite, on peut se faire un coup de CAC 40. Le CAC 40, lui, il continue la dynamique. Hein. Donc on avait la congestion ici, la semaine dernière, on s'était dit, attention, c'est pas parce qu'on est haut perché et compagnie et que vous avez une congestion que nécessairement ça va casser par le bas. Je vous avais dit attention à l'excès, et l'excès peut durer plus longtemps que vous le croyez. Donc la cassure par le haut. Cassure par le haut, c'est ce qu'on fait. En plus, Lagarde, pour une fois, n'a pas cassé la dynamique. Donc je veux dire, c'est quand même à saluer. Et on termine là, la séance et la semaine au plus haut. Donc chandelier hebdomadaire, une nouvelle fois au plus haut. Donc après, je veux dire, les sommets sont pas très loin. Alors c'est un CAC 40 sans les dividendes. Le CAC 40 avec dividendes réinvestis, lui, est déjà au-dessus de ses sommets. Donc il n'a rien à envier au DAX. Donc concrètement, je veux dire, c'est haussier, point barre. Hein, si le marché se met à un moment donné à reprendre peur parce que dans 6 mois on se dit ah ouais, ralentissement économique et qu'on commence à tailler un petit peu les cycliques, voire qu'on commence à se dire oui alors la Chine a réouvert mais bon,
c'est quand même pas la folie. On peut commencer à taper un petit peu sur le luxe et compagnie, et comme c'est des grosses pondérations, si on commence à manquer de flux, donc ces valeurs-là n'attirent pas. Si en plus le dollar commence à se renforcer, on va moins surperformer sur les valeurs européennes, donc on va moins attirer des flux sur les trackers européens qui eux-mêmes sont surinvestis en valeurs du luxe et compagnie. Vous voyez les poupées russes un petit peu. Donc ça c'est important de comprendre l'histoire des flux et compagnie. Donc le dollar, très important également donc pour la suite. Alors ici donc on a l'euro-dollar, même chose, on booste sur l'idée que la BCE continue de monter ses taux, mais comme elle est en retard par rapport aux US, vous avez un différentiel qui va être rattrapé. Mais là, ce que l'on voit tout de suite, c'est que notre dollar commence à se renforcer. Mais concrètement, je veux dire, on en avait parlé, on savait que là aussi on est en excès et qu'à un moment donné, on va corriger l'excès. Pour moi, on ne va pas corriger l'excès en one-shot et compagnie, là aussi il y aura certainement une construction intermédiaire. Mais là, typiquement, pour moi, ce qu'on est en train de valider au début, et on voit, le CAC 40 a terminé au plus haut. Donc il faut bien voir que vase communicant n'est pas forcément instantané. Mais là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je pense qu'on a donné le premier signal qui nous permet de dire « Ok, stop », et le dollar va rebondir, un petit peu se renforcer. Et du coup, on va avoir les constructions qui vont nous intéresser. Et donc, en gros, on se retrouve un petit peu sur tous les points importants. Et donc, du coup, comme le dollar se renforce un petit peu, tout ce qui est or, argent n'apprécie pas. Et regardez, je veux dire, comme vous êtes en hausse exponentielle, on proratise assez rapidement. Mais pour autant, pour moi, on ne remet pas en cause la tendance de fond encore. C'est juste qu'à un moment donné, il faut un retour à la moyenne. Et ça, typiquement, vous voyez, il faut s'y attendre aussi à un moment donné ou à un autre sur les marchés. Peut-être pas aussi virulent, mais relativement parlant, il ne faut pas le sous-estimer et il ne faut pas le balayer d'un revers de la main. Donc ça, pour moi, c'est important de bien se dire que le plus grand risque, finalement, c'est pas que les marchés continuent de monter ou qu'ils baissent, c'est la volatilité dans laquelle le trader va devoir se retrouver et apprendre à gérer. Donc l'or corrige, mais très rapidement, on va retrouver une zone de soutien aux alentours des 1850. Si ça ne suffit pas, c'est les 1800. Il y aura certainement une réaction. Et bref, on va construire la figure. Donc en gros, ce qu'il faut bien comprendre là, c'est qu'on ne remet pas en cause tout ce qu'on a mis en place depuis octobre ou depuis début d'année avec des secondes jambes et compagnie. Mais voilà, on corrige et on fait le retour à la moyenne dont je vous ai parlé de moyen terme. Ce retour à la moyenne permet on a corrigé un excès par un autre excès, retour à la moyenne, et là, on construit. Et c'est pour notre moyen terme, c'est ça qui va nous intéresser, parce que suivant comment on cassera, les hypothèses de travail le marché validera les hypothèses de travail sur le dollar, sur l'obligataire, sur ce qu'on joue sur la désinflation ou l'inflation qui ne se résorbe pas, sur le ralentissement économique, soft landing ou qui se renforce. Tout va se jouer là. Et donc tout ça, ce sont nos indicateurs et tout ça nous donne des éléments de réponse. Et aujourd'hui, pour moi, même si le Nasdaq est au plus haut parce que vous avez et le CAC 40 parce que vous avez un système de flux, les vraies réponses, elles sont devant nos yeux sur les autres marchés, obligataires, matières premières, le dollar. Okay, et il faut comprendre que malheureusement, ça ne sera pas forcément instantané qu'on a le marché action qui va réagir de la même manière. Ça peut prendre du temps. Il faut que les flux un petit peu se résorbent pour que le marché décide de suivre un petit peu et de faire vase communicant avec ce qui nous est envoyé par les autres données. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. On passe à la vidéo action. J'ai oublié de vous dire, n'oubliez pas de liker la vidéo. Ça me fait plaisir, ça aide la chaîne à se faire découvrir peut-être par d'autres investisseurs. Et globalement, moi, ça me fait plaisir. Et ça me motive de voir de plus en plus de personnes qui comprennent mon charabia. Ou pas, mais peut-être que vous regardez. Et vous avez espoir qu'un jour, ce soit le cas. Je vous souhaite un excellent week-end. Je passe à la partie action. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas les autres vidéos que je publie. En ce moment, j'ai la nounou, donc ça me permet un petit peu de trader
Et puis en plus, si on commence à construire un petit peu, ça va permettre peut-être de me faire quelques vidéos que j'ai en projet depuis longtemps et que je voulais sortir. Bref, bon week-end à vous et la seconde partie arrive. Salut les graphes.